à toutes et à tous, du coup. Merci d'être présents. Donc moi, je vais vous présenter une passerelle en bois qui a été faite à partir de bois, de panneaux en LVL recollés. Donc c'est le bureau d'études Nayan Partners qui a été chargé de la conception de cette passerelle. La conception globale, donc aussi bien architecturale et structurelle. Et moi personnellement, je travaille dans le bureau d'études WO, qui est donc une entité du bureau NEI qui est spécialisée dans le calcul des structures en bois. Pardon. Voilà, donc nous, on calcule des structures en bois depuis plus de 12 ans, principalement sur des bâtiments. Mais donc voilà, c'était une première expérience pour construire des ouvrages d'art. Donc un peu de contexte. Cette passerelle, elle se trouve en Belgique, autour de Bruxelles. Elle permet de franchir le Ring, qui est l'autoroute qui encercle la ville de Bruxelles. Elle permet du coup aussi de créer une connexion majeure pour une future autoroute cyclable. Donc c'est plutôt une passerelle qui est destinée pour les vélos et les piétons. C'est une commande qui a été faite par le gouvernement flamand et on a commencé les études en 2019. Donc la passerelle, elle se situe dans cet environnement qui est vraiment remarquable. On est au milieu de la forêt de Soignes. Et donc on a conçu vraiment cette passerelle comme étant un élément intégré au paysage. Donc le bois s'est imposé un peu de lui-même, pas seulement comme finition, mais surtout comme matériau de structure. Donc dès le début du projet, le maître d'ouvrage il a été finalement assez réticent à l'idée d'avoir une passerelle en bois, notamment pour des questions de durabilité et d'entretien. Ils étaient beaucoup plus habitués à gérer des ouvrages classiques en béton ou en acier. Donc ici, on a dû mettre en place pas mal de mesures pour les convaincre que le bois était aussi une bonne solution pour les ouvrages d'art. Et donc ça s'est fait en plusieurs points. Premièrement, par la conception géométrique. Donc toute cette forme, finalement, elle a été pensée pour éviter vraiment que la pluie n'atteigne la structure porteuse. Donc voilà, c'était très bien protégé à l'eau. Ensuite, on a mis en place tout un système de couches de protection, donc de revêtement, de toiture et de façade, donc finalement comme un bâtiment. Et par la suite, on a aussi intégré tout un système de capteurs d'humidité. Donc on a fait faire un monitoring pendant toute sa durée de vie pour voir voilà, si à des points stratégiques, il y a des infiltrations d'eau, on pourra le monitorer et intervenir rapidement. Donc, quelques points sur la conception structurelle. Donc, c'est un ouvrage qui fait 67,5 mètres de portée, sans aucun point porteur intermédiaire. Donc, c'est une structure qui fonctionne vraiment comme une poutre caisson biappuyé. Et c'est un caisson qui est fait du coup à base de panneaux en LVL. Donc, une poutre, comment ça fonctionne? Si on regarde un peu plus localement au niveau du cheminement des efforts, il y a surtout des efforts en compression au niveau de la fibre supérieure, donc sur la toiture ici. On a des efforts de traction qui sont en partie inférieure, donc qui sont matérialisés ici dans le tablier. Et ensuite, on a donc des faces latérales qui permettent aussi de lier tous ces éléments et d'en faire un caisson fermé. Voilà. Donc, le gros challenge ici, ça a été aussi d'assembler tous ces panneaux parce que du coup, les panneaux en bois ont des dimensions limitées en termes de production, mais aussi pour les gabarits de transport. Donc, on a dû réfléchir à comment sectionner toute cette passerelle en plusieurs morceaux et les assembler pour avoir un élément continu sur 67 mètres de portée. Donc, les éléments porteurs, ils sont faits tous en LVL. Le LVL, ici, il a été fourni par Metsä Wood, donc c'est du Kertoku. Et il faut savoir que le Kertoku, il est limité en épaisseur à 75 mm maximal. C'est les plus gros panneaux qu'on peut obtenir. Nous, ici, on avait besoin de beaucoup plus d'épaisseur pour un ouvrage de cette envergure. Donc, on a recollé des panneaux de LVL ensemble pour arriver à des sections de l'ordre de maximum 22 cm pour les façades, 15 cm pour le deck et 13 pour la toiture, je crois.
Donc la particularité aussi, c'est que ces panneaux, ils ont été, lors du recollage, on les a croisés, surtout au niveau des façades, pour suivre beaucoup plus le cheminement des efforts. Donc un peu à la méthode du CLT. Ici, on a croisé les plis. Au centre de la portée, ils sont tous orientés à 0 degré, donc dans le sens des efforts, là où on a le plus de traction et de compression. Et plus on se rapproche des façades, plus les panneaux latéraux s'orientent de manière verticale pour venir renforcer la rigidité dans ce sens-là et venir chercher tous les efforts de compression de la toiture pour les ramener plus directement vers les appuis. Et cette petite astuce nous a permis d'économiser de l'épaisseur sur les panneaux et de limiter beaucoup le cisaillement dans ceux-ci. Donc, on a ensuite réalisé un ensemble de tests expérimentaux pour un peu valider ce principe de recollage de panneaux LVL. Donc, une première série de tests a servi à déterminer les propriétés mécaniques des panneaux, donc, notamment un test en flexion 3 points. Et ensuite, une deuxième série de tests, plutôt au niveau des assemblages, nous a permis de tester le comportement des assemblages et surtout de définir la rigidité des assemblages brochés dans des panneaux de LVL recollés. Donc on a pu ensuite intégrer toutes ces valeurs de résistance et de raideur dans le modèle de calcul pour pouvoir avoir un modèle complet, fiable. Un modèle qui était finalement très sensible à la raideur des assemblages, car il y en a vraiment beaucoup. Donc ici, un petit zoom sur les assemblages qu'on a mis en œuvre. Ici, c'est un assemblage de continuité donc, qui a à mi-portée. C'est un assemblage par broche. Donc, on a un grand nombre de broches qui permet de lier le bois à des plaques métalliques. C'est toutes les broches de 8 mm qu'on voit. Et ensuite, on a un système de broches centrale qui, elle, va permettre de lier les plaques acier entre elles. Donc cette différenciation a permis finalement de gagner beaucoup de temps sur le chantier, puisque l'entreprise a préfabriqué tous les panneaux avec les broches et les plats acier en atelier. Et puis ensuite, sur site, ils ont dû seulement faire des assemblages acier-acier, donc beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Le deuxième type d'assemblage, ça va ressembler plus à des sections en T, comme ça, donc pour assembler les panneaux de toiture, les façades et le tablier. Donc ici, on a travaillé avec des vis à filetage total, inclinées à 45 degrés. Donc c'est des vis qui sont très denses au niveau des supports, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de cisaillement dans ces panneaux. Ensuite, le nombre est un peu optimisé jusqu'à la mi-portée pour avoir moins de vis. On voit aussi qu'il y a un système d'encoche qui s'ajoute à ces vis. Ça permet aussi d'augmenter un peu la résistance en cisaillement en passant par un contact bois-bois. Ça facilite aussi le placement de ces panneaux sur site. Donc, quelques vues de la construction de la passerelle. Donc, elle a été réalisée, la préfabrication s'est faite en atelier par l'entreprise. C'est une entreprise bois en Allemagne qui s'appelle Holzbau Amann. Ensuite, donc, ils ont transporté tous les panneaux à Bruxelles et ils ont réalisé le montage sur site en seulement 4 semaines. Donc c'était vraiment très efficace pour toute cette partie. Et ensuite, il a fallu plusieurs mois pour assembler les finitions et compléter l'ouvrage. Donc au niveau des finitions, on a des shingles qui sont placés sur les façades. On a une tôle en aluminium sur la toiture. Et on a aussi une seconde façade à l'intérieur qui ici agit plus comme un anti-graffiti pour essayer d'éviter que la passerelle soit endommagée à long terme. Donc ensuite, ce qui restait à faire, c'était le transport, parce que le prémontage a été fait sur un site qui se situe à 800 mètres de sa localisation finale. Donc pour le transport, la passerelle a simplement été levée et déposée donc, sur ces grosses plateformes roulantes. C'est des SPMT, et donc c'est des grosses roues qui sont téléguidées et qui vont permettre à la passerelle de simplement rouler par la voie routière depuis le site de montage jusqu'à son emplacement final.
Donc on arrive en fait ici. Le placement final s'est fait en une nuit où voilà, le trafic a été interrompu seulement pour quelques heures et la passerelle a été levée et déposée sur ses appuis. Donc en voilà, l'espace d'une journée, on a un ouvrage qui permet désormais de franchir le ring. Donc la passerelle elle a été ouverte au public en novembre 2024, donc c'est tout récent. Il y a déjà beaucoup d'utilisateurs, les cyclistes sont très satisfaits du résultat. Et pour nous, c'était aussi un très beau projet sur lequel on a beaucoup appris. Et on est content de voir aussi que dans le domaine des infrastructures, on va aussi vers des ouvrages un peu plus décarbonés et on essaye de pousser cette alternative. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Moi, j'aurais une question pour commencer. Quel a été votre plus grand challenge finalement? Il y en a eu plusieurs, j'imagine, mais le plus grand. Ça, c'est bizarre. Le plus grand challenge, je dirais que c'était de trouver un peu comment calculer finalement un ouvrage comme ça, parce que c'est très nouveau, c'est un système structurel que voilà, on n'avait pas de référence auparavant, donc on a dû faire des tests. Voilà, on est passé par des tests expérimentaux aussi pour se rassurer et être sûr qu'on maîtrisait bien le modèle et les valeurs qu'il nous donnait. Donc c'est de la création artistique, quoi, presque. Pardon ? C'est presque de la création artistique. Oui, oui, ça en fait partie. Bravo. En termes de normatif, vous avez justifié de quelle manière vis-à-vis des autorités la norme, parce que vous n'avez pas de norme applicable sur le calcul, vous avez tout fait en expérimental, mais sur un ouvrage d'art qui va au-dessus d'une route, le seul modèle de calcul, comment vous avez environné ça avec les autorités, mais... Au niveau des normes, après, on respecte les eurocodes, on s'appuie sur toutes les méthodes de calcul traditionnelles. Donc on a un modèle de calcul aux éléments finis qu'on a fait avec le logiciel RFM et qui nous permet de modéliser tous ces... qui nous a permis de modéliser cet ensemble de couches et donc de recollage de panneaux. C'était un modèle où il y avait vraiment toutes les couches qui étaient modélisées. Donc voilà, par un simple calcul, comme on le calcule pour d'autres structures, on arrive à justifier cet ouvrage. Donc ça n'a pas posé plus de problèmes de ce côté-là en tout cas. Et une dernière question, en termes d'image initiale, quand vous avez conçu le projet, vous n'aviez pas forcément les calculs finaux. En termes d'esprit, vous avez gardé la même chose, mais vous avez changé beaucoup de choses en termes de section de bois, ou vous avez été surpris par ça? Mais en fait, on est aussi les architectes sur le projet. Donc on a travaillé vraiment à la conception depuis le début du projet. Donc c'était vraiment une itération et voilà, on n'est pas parti d'un design et d'une image qui était toute faite. C'était d'abord voilà, une idée, puis on a fait des allers-retours et on a vu qu'est-ce qui pouvait être le plus efficace pour cette portée-là, en termes de hauteur, en termes de système structurel. Donc c'était vraiment une évolution, un projet qui s'est fait en collaboration dès le début, quoi. J'aimerais bien savoir un peu plus comment vous avez su persuader les clients, parce que normalement c'est à travers les coûts, et si vous dites ils sont partis avec le béton et le métal, comment est-ce que vous avez fait? Parce que je m'imagine au début que vous n'avez pas eu de coûts, c'est difficile à calculer au début. Oui, après on a eu beaucoup de chance ici parce que les clients étaient quand même très ouverts et bien qu'ils avaient des a priori sur le fait de construire en bois, ils voulaient quand même construire un ouvrage exemplaire, surtout dans cet environnement-là qui le permet. Donc au niveau des coûts, ils ont accepté que finalement il y a eu beaucoup de surcoûts, la structure a coûté cher, c'est sûr, mais ils l'ont vraiment pris comme un exercice en se disant que c'était expérimental, que c'était normal de mettre un peu plus d'énergie dans un ouvrage comme ça, pour peut-être par la suite en faire des suivants qui soient un peu plus... Mais oui, on a eu de la chance de ce côté-là.